Bonjour, excusez cette mise en place un peu précipitée. Il me revient donc d'assumer la lourde responsabilité du premier rapport de synthèse dans le fonctionnement de ces 4 tables rondes qui ont été annoncées par Mathilde. Et évidemment, je dois commencer par remercier Mathilde pour cette invitation redoutable et souligner à quel point en fait c'est tout à fait agréable de se retrouver ici ensemble pour poursuivre des échanges qui ont à la fois un parfum de continuité et qui sont marqués d'une originalité certaine, originalité que vous ne percevez peut-être pas ici parce que, à l'évidence, mis à part quelques très remarquables collègues présents et caractérisés non seulement par leur profondeur de connaissance des enjeux environnementaux, mais également par leur ouverture d'esprit, il y a quelque temps, il eût été absolument inimaginable d'organiser une journée entière consacrée au droit privé de l'environnement. Était-ce un sujet, ma foi, beaucoup pouvaient en douter. Mais les temps changent terriblement, et d'ailleurs, la semaine dernière, au congrès annuel de la Société française pour le droit de l'environnement, plus d'une journée, bon an mal an sur deux, a été consacrée au droit privé. Beaucoup s'en sont réjouis, certains s'en sont inquiétés. Je crois qu'il n'y a lieu probablement ni d'exagérer l'un ni d'exagérer l'autre, mais simplement d'observer qu'effectivement, les temps changent et le droit privé apparaît pleinement dans une dimension structurante par rapport aux enjeux environnementaux, dimension structurante qui n'a aucune vocation à l'hégémonie, mais qui simplement appelle au constat qu'il est impossible de penser ces enjeux en se détachant de la réalité qui est celle vécue, à savoir que cet environnement est partagé et que dans cet environnement partagé, bien sûr, il faut du droit public, mais bien sûr aussi, il faut s'interroger et interpeller les acteurs du droit privé. Acteurs du droit privé, c'est justement l'intitulé, le rôle des acteurs du droit privé de cette première table ronde qui nous est proposée ce matin avec une méthode singulière. Je ne sais pas, chère Mathilde, si tu l'as présentée auparavant, parce que malheureusement, les aléas ferroviaires ont fait que l'arrivée était un peu perturbée. La méthode retenue, la méthode suggérée donc, est une méthode dans laquelle les participants de la table ronde ont travaillé et puis se trouvent dépossédés de leur travail pour une présentation dans un rapport de synthèse par le rapporteur qui va donc s'attribuer tout le mérite de l'originalité des propos qu'il aura pris aux différents intervenants en les renvoyant à une phase d'échange ultérieure pour préciser quelques éléments. Alors, je ne me livrerai pas tout à fait à l'exercice sans pour autant renoncer en rien à essayer de respecter la feuille de route qui a été proposée. Et si vous le voulez bien, je vais d'abord dans un premier temps, parce que c'est ce qui était demandé en à peu près 1h30, 2 heures, essayer de présenter généralement des considérations sur le rôle des acteurs privés, puis dans les 2-3 heures qui resteront, nous procéderons à des échanges avec les différents panélistes. Non, rassurez-vous, ce temps sera un peu plus contraint, mais présentation du rapport général, interrogation des différents panélistes, on va essayer ça, de respecter la structure dans le temps imparti qui, eu égard au décalage temporel lié à la nécessité d'avoir des propos liminaires qui étaient suffisants, doit pouvoir nous emmener raisonnablement jusqu'à peu près 10h50. Ça va? À peu près. Donc nous avons le temps. Pas trop de temps, mais le temps d'aborder ces questions qui sont des questions tout à fait fondamentales, celles donc du rôle des acteurs privés. Pour constituer cette table ronde, ont été invités à réfléchir Blandine Roland sur le reporting des sociétés cotées en matière de changement climatique, les sociétés cotées et au travers elles en réalité essentiellement, les entreprises très directement. Entreprise également au travers d'un autre prisme, celui sur lequel Georges Decoq a été invité à réfléchir en travaillant sur l'investissement énergétique des entreprises et en s'interrogeant sur la régulation de la concurrence. Ça n'est donc plus l'entreprise en tant qu'elle est potentiellement contributrice au changement climatique, mais davantage en tant qu'elle est dans un cadre particulier de concurrence qu'il s'agira de se placer. Mais les acteurs de droit privé, ce sont évidemment les entreprises, ce ne sont pas que les entreprises, ce sont aussi, dans un cadre de droit privé, les consommateurs, et Marie-Pierre Blain-Franchaume s'interrogera sur le rôle des consommateurs, s'est interrogé sur le rôle des consommateurs, tandis qu'Axel Astegiano-Larizza
s'est interrogée quant à elle sur le rôle de l'assurance dans ce contexte tout à fait général. On a là des éléments qui nous dressent un panorama tout à fait intéressant en la matière. Mais bien sûr, et c'eût été impossible, ça ne suffit pas à résumer le rôle des acteurs privés. Et le fait est, mais Mathilde Boutenel l'a évoqué dans son propos liminaire, qu'il y a d'autres acteurs de droit privé qu'il faut conserver à l'esprit. Les citoyens, à l'évidence, indépendamment de leur dimension de consommateur, indépendamment des liens contractuels qui vont les unir aux entreprises, les citoyens sont à l'évidence des acteurs de droit privé ayant à voir avec ces enjeux de changement climatique. Mais, à vrai dire, qu'il ne figure pas, qu'il ne soit pas mentionné en tant que tel dans cette première table ronde n'est nullement gênant. Ils seront présents en filigrane dans bien d'autres, et à l'évidence, lorsqu'il sera question de s'interroger sur la responsabilité, on verra qu'ils sont évidemment omniprésents. Mais ils sont là. Et c'est important de le rappeler et de ne pas être victime d'un prisme déformant. De la même manière que sont là les associations, acteurs de droit privé, éminents acteurs de droit privé, préexistants peut-être, puisque lors même qu'on s'interrogeait très peu sur cette dimension, nul ne songeait à contester l'intérêt de l'action des associations. Alors évidemment, évoquer les associations, c'est se placer dans une perspective dans laquelle vous pourriez penser que tout sera dit dans la responsabilité. Beaucoup est lié à la responsabilité. Et à nouveau, Mathilde, qui décidément a tout dit, a bien évoqué le fait qu'il y avait des actions dans lesquelles les acteurs, les porteurs de ces actions sont bien effectivement des acteurs associatifs. Mais le rôle des associations en tant qu'acteurs de droit privé confrontés au changement climatique ne peut en aucun cas être limité à cette dimension contentieuse, évidemment importante, et je ne peux pas introduire cette table ronde sur le rôle des acteurs de droit privé pour ne pas souligner à quel point les associations, indépendamment des recours, ont un rôle essentiel en tant, je ne sais comment dire, qu'éveilleuse, en tant que lanceuse d'alerte, en tant que contribuant à l'éducation, à la formation, à l'information de l'ensemble des acteurs de droit privé. Et il y aurait une erreur extrêmement grave à l'oublier. C'est quelque chose qui est tout à fait important, et si l'on voulait en prendre un exemple assez étroitement corrélé avec les sujets plus centraux autour des enjeux des entreprises, il suffirait par exemple d'évoquer le rôle déterminant que peuvent avoir des publications telles que les rapports des Amis de la Terre dans le cadre de leur plaidoyer sur la prise en compte des enjeux environnementaux en général et climatiques en particulier par certains secteurs. Et je pense évidemment, en tout premier lieu, au secteur bancaire et financier. Ça n'est pas par le biais d'une action en justice, mais c'est par le biais de la création de ce que je pourrais qualifier peut-être par facilité de zones d'inconfort pour un certain nombre d'acteurs, que ces acteurs de droit privé vont jouer un rôle d'aiguillon, non nécessairement contentieux, mais néanmoins extrêmement efficace. Il y a là quelque chose d'essentiel, qui résonne bien sûr avec ce sur quoi Marie-Pierre Blain-Franchot va travailler au travers des consommateurs, parce que ce qui est là, derrière ce point, c'est déjà la réputation d'un certain nombre d'acteurs, et derrière cette question de réputation, c'est bien un élément absolument essentiel pour les entreprises, et l'on retrouve ici certainement un élément de motivation dans le rôle des normes de droit privé. Et voilà le sujet de la deuxième table ronde. Il faut donc que j'évite de m'y aventurer. En tout cas, vraiment, cet enjeu de l'action non contentieuse des associations est un enjeu qui est tout à fait essentiel à avoir à l'esprit.
un quart de mot sur le rôle que j'évoquais par rapport aux lanceurs d'alerte, pour bien sûr faire écho à une inquiétude liée à quelque chose qui ressemble parfois, le mot est peut-être un peu outré, à une forfaiture. J'évoque ici bien évidemment l'amputation par la loi Sapin de la loi sur l'alerte en matière écologique et sanitaire, qui prévoyait une possibilité de lancer l'alerte très générale à toute personne, donc évidemment et confortablement aux personnes morales comme aux personnes physiques, là où la loi Sapin définit le lanceur d'alerte comme étant nécessairement une personne physique. Évidemment, la manœuvre ne marchera pas, parce qu'évidemment, derrière les associations, il y a des personnes physiques et qu'un certain nombre de personnes physiques pourront relever le gant. Il y a quand même là quelque chose de l'ordre de la négation de cette action associative qui, paradoxalement, sous prétexte peut-être de tarir un certain contentieux, finalement impose le contentieux comme seul exutoire de cette action, dès lors qu'elle veut en tout cas s'exprimer autrement que dans la discrétion. Il y a là quelque chose qui est, de mon point de vue, tout à fait insatisfaisant. Le fait est que les associations, par essence, parce qu'elles en ont les moyens, parce qu'elles en ont la vocation, parce qu'elles réunissent un certain nombre de personnes, ont dans ce domaine un rôle tout à fait essentiel à jouer et qu'elles sont évidemment, si l'on se place dans la perspective de l'accord de Paris, elles font évidemment partie de ces entités non parties ô combien importantes dans l'ordre international, comme les autres entités non parties, bien sûr. Toujours au travers de cette interrogation très générale sur le rôle des acteurs privés, eh bien, on ne peut, ma foi, qu'observer qu'en matière de changement climatique, ce rôle est absolument universel, car ces acteurs de droit privé, ces acteurs entreprises, consommateurs, certaines particularités telles que les assurances sont absolument partout, non seulement là où sont les conséquences du changement climatique, parce que, évidemment, ce sont les acteurs de droit privé bien plus que les acteurs de droit public qui y sont exposés en permanence, ils sont là. Mais évidemment aussi, ils sont aussi là dans les causes de ces phénomènes, ou en tout cas dans une partie des causes de ces phénomènes, qui émet directement ou indirectement des gaz à effet de serre. Bien sûr, certaines entités publiques émettent, mais l'on perçoit bien qu'en réalité, l'essentiel des enjeux relève plus exactement des acteurs privés, en tout cas dans nos économies capitalisto-libérales, qui sont tout à fait étendues et généralisées. Bien sûr, il y a aussi ici un rôle essentiel dans le changement de paradigme dont on reparlera et qui fait que évoquer, assumer que le changement climatique existe impose, indépendamment d'un certain nombre de débats qu'aucun juriste, à ma connaissance, n'est en mesure de trancher, impose de relever le rôle des acteurs de droit privé. Et de ce point de vue, on peut considérer qu'on est tout à fait dans la même logique que celle que l'on a pu voir émerger au travers des grandes manifestations environnementales qui, du sommet de la Terre jusqu'à Rio+20, ont été marquées par un point essentiel à Johannesburg. Johannesburg a marqué les esprits parce que pour la première fois, au lieu de sympathiques écologistes, ou pas au lieu, à côté de sympathiques écologistes à moustache fumante et pantalons de velours, on a vu arriver de sombres costumes, par convenance dégagée de la cravate peut-être, les entreprises étaient là. Et beaucoup s'en sont émus. Les entreprises étaient là, les financiers étaient là, les assureurs étaient là. Et Johannesburg a beaucoup interrogé aussi parce qu'on est passé d'une logique de protection de la nature, sommet de la terre, à la notion de développement durable. Mais n'est-ce pas le faux-nez du grand capital et n'est-ce pas voir les acteurs privés s'approprier tout un tas d'enjeux et finalement gauchir le phénomène ? Certains papiers diffusés la semaine dernière
témoigne effectivement de stratégies qui peuvent être des stratégies, comment dire, du baiser fatal, où un certain nombre d'acteurs économiques sont incités à abonder dans le sens des accords de Paris pour mieux dire aux États qu'il ne faut surtout pas franchir d'étapes supplémentaires, acquiesçons au principe pour désamorcer de possibles conséquences contraignantes. C'est un mécanisme bien connu et finalement assez humain probablement, même s'il est évidemment à beaucoup d'égards tout à fait délétère. Johannesburg a marqué l'arrivée des acteurs de droit privé. Johannesburg a marqué une étape et de ce point de vue, les enjeux réellement climatiques matérialisés, réalisés particulièrement au moment de l'accord de Paris, ils étaient évidemment identifiés depuis beaucoup plus longtemps, ont été exactement dans ce sens. Parce que, bien sûr, il fallait l'accord des États, mais rien n'est possible sans l'action des acteurs privés. Alors, action, volontaire ou contrainte. Aucun considère que les mutations ne se passeront que par la norme. Mais en réalité, on sait bien que cette vision est une vision par trop partielle et qu'il est absolument nécessaire qu'au-delà de la contrainte, lors même que la contrainte est probablement nécessaire, il faut tout aussi bien avoir une adhésion de ces acteurs. Et c'est là que la notion de changement de paradigme est tout à fait intéressante. Et c'est là que l'on va voir dans les travaux qui ont été préparés arriver quelque chose d'absolument essentiel, quelque chose qui témoigne du fait que l'on change d'air. Et cette manifestation d'aujourd'hui le témoigne tout à fait bien. Il y a là comme les échos d'une éthique utilitariste et que l'on a pu rencontrer, que l'on évoquera peut-être encore au travers du rôle des normes de droit privé, selon lequel eh bien, il est de l'intérêt bien compris des acteurs de tenir compte de ces éléments. Mais il y a là tout simplement une observation pragmatique. On reparlera des enjeux assurantiels, mais à partir du moment où l'on comprend que le système dans son ensemble n'est plus en mesure de faire rationnellement et économiquement face à un certain nombre d'enjeux, alors de deux choses l'une, soit on continue de danser tandis que le bateau va vers l'iceberg, soit on essaye de changer de cap. Et les acteurs de droit privé, en tout cas ceux dont on va parler principalement, ne sont pas nécessairement doués pour la danse. Le fait est qu'il y a là une nécessité de changer de cap, tout simplement pour assurer la stabilité, pour assurer une pérennité de la situation à laquelle on est confronté. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et de ce point de vue, cela va nous permettre de réaliser qu'il y a ici un élément tout à fait essentiel auquel le droit s'attache très peu, parce que le droit arrive plus tard. Ce à quoi le droit s'attache très peu, s'attache trop peu, parce que c'est difficilement appréciable, c'est que les acteurs privés sont des acteurs de l'innovation. Le vrai génie est là. Le vrai génie est là parce que c'est là que sont les moyens les plus étendus pour pouvoir inventer un certain nombre de solutions. Il faut, bien sûr, les encourager, les accompagner, les contraindre parfois, mais il faut aussi observer que ce sont les acteurs privés qui, pour beaucoup, ont en main les outils d'une innovation qui permettra de répondre aux objectifs qui sont des objectifs dans la définition desquels, pour le coup, les acteurs publics ont un rôle essentiel à jouer. Et évidemment, derrière les enjeux du climat, on pense à un certain nombre de transitions. En France, en tout cas, il est tout à fait établi que ce n'est pas l'État qui aura les moyens d'inventer la transition de demain. Et l'on retombe ici, bien sûr, sur un certain nombre d'enjeux autour de ce que l'on appelle l'économie verte, autour de la finance verte, autour de ce qui va être mobilisé pour pouvoir saisir cette nécessité de transition. Acteurs privés ou acteurs publics, certaines figures hybrides nous invitent à hésiter à la qualification, et ça n'est pas un enjeu de calendrier, car Mathilde est omnisciente et même
presciente à beaucoup d'égards, alors que l'encre des programmes était déjà sèche depuis longtemps. La société financière du groupe Banque mondiale vient de relancer une initiative en faveur des Green Bonds, de ces obligations vertes qui, partout dans le monde, ont fleuri, et la France a tenu tout à fait largement son rôle en la matière, de ces Green Bonds qui sont destinés précisément, parfois émises par des acteurs publics, plus souvent émises par des acteurs privés, à obtenir un certain nombre de fonds en vue de les affecter à des usages dont ce qui les définit est précisément l'additionnalité environnementale. Disons-le entre nous, c'est encore un peu la loi de la jungle que celle de ces Green Bonds. Allez, j'émets, je vais observer que tout de même, les émissions de Green Bonds depuis quelques années sont systématiquement sursouscrites dans des proportions considérables, et donc je vais affirmer le caractère green de mes bonds. Ce sera d'autant plus pratique qu'on ne me demandera pas nécessairement de compte sur la manière dont je le fais et dont j'emploie effectivement les fonds en la matière. Derrière cette question, il y a une autre question, celle bien sûr de la finance durable. J'en redirai un mot dans un instant. Alors, quel rôle pour ces acteurs privés? Qu'est-ce que les contributions tout à fait passionnantes qui m'ont été communiquées, et pas à vous, privilège, mais ça viendra, disent ou laissent entendre de ces possibilités? D'abord, et c'est un point qui est un point tout à fait essentiel, on peut souligner qu'effectivement, tous les acteurs privés vont pouvoir se saisir de ces enjeux, vont dans un certain nombre de cas devoir se saisir de ces enjeux au travers des relais les plus traditionnels, au travers de leurs engagements, de leurs actions, au travers de leurs produits. Des choses changent. Et l'on voit par exemple poindre la notion d'empreinte carbone qui est de mieux en mieux appréhendée. On voit ici des outils qui sont des outils de droit privé sans avoir besoin d'évoluer, se saisir de la réalité du changement climatique. Il s'agit en fait ici d'observer que le roi est nu. Il s'agit ici en fait d'observer qu'il y a simplement là l'identification d'une dimension environnementale et climatique qui a toujours été présente, mais qui n'est pas nécessairement apparue frappée du sceau de l'évidence, parce que ça n'était pas nécessaire probablement. Mais songez par exemple à la définition d'un bâtiment qui oserait envisager que depuis toujours, le bâtiment n'a pas été caractérisé par son aptitude à être adapté à un climat donné et à ses évolutions. La diversité des modèles d'habitat le dit suffisamment. On redécouvre d'ailleurs avec nos amis géographes certaines particularités particulièrement adaptées, par exemple pour faire face à des climats d'une aridité telle que la fraîcheur dans les habitations pouvait être conditionnée par les matériaux employés, et je ne développerai pas ce point. Ça a toujours été là, mais c'était secondaire, parce que nous sommes victimes d'un certain nombre de mantras, la chonne, la chobe, le cos, etc. Surface hors œuvre nette, surface hors œuvre brute, le coefficient d'occupation des sols. Je suis très heureux d'avoir pris Pascal Demier en flagrant délit d'hésitation sur un acronyme rébarbatif et par ailleurs assez largement dépassé. Le fait est que ça a toujours été présent et que cette aptitude à faire face à des situations l'a été. L'échelle a changé et cela va induire un grand nombre d'évolutions. Je ne parlerai pas ici des contrats, pas devant Mathilde, mais le fait est tout de même que, bien sûr, cette dimension de possible contractualisation de la dimension climatique est quelque chose qui n'est pas apparu de l'absolue évidence, mais en même temps, les règles, par exemple, du commerce maritime n'ignoraient rien de cette réalité et de ces aléas, et déjà arrive avec l'aléa la question de l'assurance. Le fait est que cette assurance a un rôle essentiel, et c'est par elle que l'on peut commencer ces éléments, cette présentation d'éléments de synthèse,
parce que les assureurs ont un poste d'observation tout à fait remarquable sur ces questions. Parce que derrière le mot de changement climatique et de rôle des acteurs, un mot apparaît évidemment, un mot qui pourrait être scandé sans cesse, un mot qui est absolument essentiel et qui résonne aux oreilles du privatiste avec la douce musicalité d'une comptine enfantine. Ce mot, bien sûr, c'est celui de risque. Bien sûr que s'il faut s'intéresser au changement climatique, ça n'est pas juste parce que tout change, mon bon monsieur, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de saison. C'est bien parce que ce changement est un vecteur de risques et de risques qui deviennent des risques tout à fait prégnants. Et le fait est que le rôle des assureurs est ici un rôle essentiel, un rôle qui s'ancre dans une pratique très ancienne, mais un rôle par ailleurs qui est d'autant plus intéressant qu'il se déploie à la fois ex ante et ex post. L'assureur est certainement celui des acteurs de droit privé qui est le plus directement, parce que c'est sa raison d'être, engagé dans l'accompagnement ex ante et ex post de ces phénomènes. Il y a là quelque chose d'essentiel, mais tout simplement parce que l'assureur est à l'évidence au centre du rapport au risque que j'évoquais, ce risque qui est réellement l'obsession de notre époque. Tellement l'obsession de notre époque que l'obligation de vigilance a été évoquée tout à l'heure, qu'impose cette obligation de vigilance une seule chose, avoir une démarche d'assureur. Je le dis sans aucun jugement de valeur, ni positif ni négatif. Puisque que nous dit l'obligation de vigilance? Qu'il faut établir une cartographie des risques. Et bien sûr, une fois qu'on a établi une cartographie des risques, il va falloir en tirer un certain nombre de conséquences. On ne peut pas savoir et ne pas réagir. On aura l'occasion d'y revenir à l'évidence. Les assureurs, et particulièrement les assureurs américains, ont été parmi les tout premiers à se saisir de cette réalité parce qu'ils ont payé. Parce que Katrina, parce que certains épisodes climatiques extrêmes, parce que les biens qui sont exposés aux conséquences du changement climatique sont des biens assurés. Et il y a là quelque chose qui est quelque chose de tout à fait troublant et essentiel. Le changement climatique, on y reviendra, est à l'origine de risques qui sont des risques tout à fait considérables. Mais vous avez présenté avec beaucoup de subtilité quelque chose sur lequel il faudra que nous revenions, à savoir le fait que si l'on pense bien sûr aux grands beaux risques, le cyclone, la tempête, la sécheresse, il y a des risques à plus bas bruit qui se laissent moins facilement enfermer dans un certain nombre de qualifications et qui pour autant posent des difficultés tout à fait certaines. Et puis il y a, et là aussi il faudra que vous nous en reparliez, des enjeux qui sont des enjeux tout simplement de soutenabilité même du système. Oui, l'assureur, en tant qu'il est confronté à ce rapport au risque, a un rôle essentiel. Oui, l'assureur a vocation, le moins souvent possible, mais enfin bon quand même, à être payeur. Mais qu'adviendra-t-il s'il ne peut plus payer? Qu'adviendra-t-il s'il ne peut plus faire face effectivement aux obligations découlant pour lui de ce contrat? Et ça n'est plus simplement de la résilience de la nature qu'il est question, mais de la résilience même du modèle sur lequel fonctionne cette situation. Et je vous laisse imaginer, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit de regarder vers certains pays qui sont particulièrement exposés, les conséquences d'une défaillance ou d'une inexistence du secteur de l'assurance. Il y a là, évidemment, quelque chose qui est absolument fondamental. Mais les assureurs ont un autre rôle, tout à fait attaché, que celui auquel on pense spontanément, tout à fait attaché à leur position, c'est que l'assureur est assez largement prescripteur. L'assureur informé va prescrire un certain nombre d'éléments, soit directement, soit indirectement, et on peut penser notamment, et là aussi c'est un point dans les actions qui pèsent sur l'assureur, qui est tout à fait troublant que d'observer qu'il va pouvoir faire face aux données auxquelles il est confronté, élever les primes, peut-être refuser d'assurer certains risques, et ce faisant,
avoir un rôle d'évolution structurelle des activités privées, c'est-à-dire des activités et donc de la résistance face au changement climatique. Autre situation, là aussi tout à fait identifiée désormais, l'assureur n'est pas qu'assureur, l'assureur n'est pas que payeur, l'assureur est investisseur. Et ce faisant, les masses énormes de capitaux représentés en la matière, qui font des assureurs les principaux, des investisseurs institutionnels, témoignent par les possibilités d'évaluation, d'appréciation, de ranking, de décision, de suggestion, de désinvestissement, le cas échéant. Il en sera nécessairement question des prescripteurs pour les autres acteurs de droit privé auxquels on est confronté. Il y a là aussi une question qui est une question tout à fait essentielle et qui rejoint ici les développements sur lesquels a poursuivi son travail Blandine Roland autour du reporting des entreprises, autour des informations demandées des entreprises. La soutenabilité à laquelle sont comptables les assureurs est essentielle pour les entreprises. Et ici, on retombe dans de l'archi-connu. Parce qu'après tout, le reporting, c'est de la comptabilité. Le reporting, c'est de l'information au sens le plus classique du terme. C'est ce qu'on a toujours fait, et à nouveau, point tout de même, l'élément simplement du fait qu'il apparaît désormais nécessaire de communiquer des informations sur des choses qui jusqu'à présent allaient plus ou moins de soi ou n'apparaissaient pas nécessairement évidentes. Le reporting en matière de changement climatique n'est qu'un avatar du reporting en matière environnementale, qui n'est lui-même qu'un avatar du reporting tout court, qui n'est en réalité tout simplement qu'une illustration de la nécessité d'informer les associés, les marchés et l'ensemble de la société sur un certain nombre de données qui sont essentielles pour l'entreprise. Ça me paraît tout à fait clair, et en même temps, dire cela est évidemment tout à fait réducteur. Parce que à la dimension commune, connue, appréhendée de cette information somme toute classique, eh bien on voit qu'il y a un élément de perturbation essentiel lié à ce que révèle l'information sur le changement climatique et ses conséquences. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que Blandine Roland ait décidé de présenter, en vue de cette journée, une recherche très appliquée en allant éplucher un certain nombre d'informations institutionnelles des entreprises pour essayer de percevoir des lignes directrices. Ce reporting climatique, c'est désormais une réalité et c'est là probablement, avec les assureurs, avec les consommateurs, dans une perspective globale de marché, qu'une des clés de la journée se trouve. Une des, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais entendez ce que nous dit un militant écologiste, entendez ce que nous dit un chef d'entreprise engagé, non, entendez ce que nous dit le code de commerce. Les entreprises, les sociétés doivent, certaines les plus importantes, etc., mais c'est le cap, doivent donner des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité. Ça, c'est encore très général, c'était NRE 2001. Incluant les conséquences du changement climatique sur son activité. Dites-moi, entreprise, à quoi vous êtes exposé ? C'est-à-dire que j'ai des bateaux qui naviguent, c'est-à-dire j'ai une chaîne d'approvisionnement éclatée à travers le monde. On est en train de se poser des questions sur cette mondialisation des chaînes. C'est-à-dire que s'il pleut, je n'aurai pas de récolte. Et si je n'ai pas de récolte, oui, on sait. Non, là, vous ne savez pas parce que je n'aurai vraiment pas de récolte, etc., etc. Les conséquences du changement climatique sur l'activité de l'entreprise. Il est donc nécessaire de se poser la question de son exposition. L'assurance revient aux conséquences du changement climatique, mais pas seulement, incluant les conséquences sur le changement climatique de l'usage des biens et services qu'elle produit. Et là, on est dans une configuration distincte dans laquelle on va demander à l'entreprise, entreprise, belle entreprise, dis-moi quelles sont les conséquences sur le climat de ton activité. La question est essentielle parce que dès lors que la réponse n'est pas aucune, il va nécessairement falloir se poser celle des conséquences qui en sont tirées. Et c'est émouvant pour des juristes de droit privé, et plus encore
pour les sinistres commercialistes que nous sommes un certain nombre à revendiquer être, des expressions telles que rejet de gaz à effet de serre ou adaptation au changement climatique sont désormais des exceptions du droit, des expressions du droit des affaires. Et le fait est qu'au titre des informations dues par l'entreprise, certaines d'entre elles, eh bien, il est question des risques financiers liés aux effets du changement climatique. Il est question des mesures que prend l'entreprise pour les réduire. Et l'on voit que l'information n'est pas simplement une information, que la dimension performative de l'information apparaît bien avec le constat selon lequel identifier, dire, c'est nécessairement déjà s'obliger au moins pour partie à faire. Et l'on arrive ici, bien sûr, à la situation des consommateurs, de ces consommateurs qui ne sont pas simplement des individus isolés, asservis aux moyens de contrats d'adhésion, seuls exutoires de leur volonté compulsive d'acheter, d'exister par ses avoirs et leur accumulation. Non, les consommateurs sont des êtres qui sont des êtres complexes. Les consommateurs sont des êtres qui ont la possibilité de choisir. Les consommateurs sont peut-être par leur choix ou leur non-choix des acteurs sur la responsabilité desquels, je ne dis pas de quelle responsabilité il est question ici, possible de s'interroger. Encore faut-il que les consommateurs soient informés, encore faut-il que les consommateurs veuillent l'être, encore faut-il que des alternatives existent face à certains modes de consommation dont on sait qu'ils ont potentiellement un effet sur le changement climatique, de l'ascétisme, qui peut être une alternative proposée aux consommateurs qui, dans un paradoxe vertigineux, cesserait alors d'être consommateurs pour devenir ascètes, jusqu'au développement d'instruments de substitution. En tout cas, le lien est évident et le fait est que les consommateurs, en tant que moteurs, ont un rôle essentiel. Ils ont, et ils le découvrent, un pouvoir qui est un pouvoir tout à fait considérable. Et ce pouvoir, en réalité, a été dit depuis toujours, et Marie-Pierre Blain-Franchaume l'a souligné dans son travail, on est là, en réalité, dans la conséquence des premières grand-messes environnementales où il était question de la nécessité de produire et consommer autrement, de production et de consommation durable, vues comme deux facettes logiques dans l'ordre économique, plus troublant pour nous autres juristes, deux facettes d'une même réalité qui s'articulent. Le fait est qu'un grand nombre d'interrogations peut se faire jour autour de cela, autour de ce que les consommateurs demandent, autour des conséquences que les consommateurs tirent des informations qu'ils ont. En tout cas, il est désormais tout à fait clair, et ça n'est pas la première fois, mais Marie-Pierre Blain-Franchaume y contribue à nouveau, cette notion de consommation suppose des actes qui engagent le consommateur, qui l'engagent parce qu'il va faire positivement, acheter, consommer ou pas, parce qu'il pose comme choix, qu'il l'engage parce qu'il accepte d'ignorer, ou qu'il l'engage encore parce qu'il décide d'exiger. D'exiger de qui? D'exiger des entreprises et de s'insérer dans un modèle qui est un autre modèle d'économie qui est en train d'advenir. Un autre modèle d'économie dans lequel il faut, à l'évidence, faire avec les enjeux particuliers que sont ceux du droit de la concurrence. Et sous cet aspect, le fait est que l'angle est un angle un peu différent, mais l'environnement, le climat sont évidemment des sujets essentiels. Et là, on retombe sur une articulation entre l'action publique et l'action privée, au moins en partie. La problématique des aides d'État est tout à fait essentielle. De la même manière, on va comprendre que la façon dont sont orientés les actes d'investissement est susceptible d'avoir des conséquences en la matière. Comment opérer les évolutions nécessaires, comment accompagner les marchés sans fausser le jeu de la concurrence. Est-il possible aujourd'hui de répondre aux enjeux globaux sans nécessairement favoriser les global players? Est-il possible aujourd'hui de répondre à ces enjeux sans encourager des économies d'échelle qui en réalité pourraient bien aboutir à la constitution d'ensembles qui sont des ensembles très peu facilement articulables avec le droit de la concurrence? Comment faire
que la réponse aux enjeux climatiques soit une réponse respectueuse des enjeux de loyauté en la matière. La Cour de justice des communautés européennes s'est déjà à de nombreuses reprises posé la question. Deux axes qui émergent de ces enjeux, il y en aurait beaucoup d'autres autour de l'information et autour des actions liées au changement climatique. Je vous propose, chacun autour de ces enjeux, de reprendre les éléments qui vous apparaissent saillants.